passer directement à l'élaboration du budget d'un musée à l'IMLC. Voilà, on va commencer par l'introduction. Alors, nous allons commencer à l'introduction, on va parler d'abord des informations générales sur le budget. Alors, ici, je serai très large, très calme, vous permettant de comprendre tout ça. Alors, tout ça, vous en avez dans le document. Nous nous sommes battus de vous donner tous ces éléments dans le document pour avoir votre attention dans la compréhension et surtout des questions. Alors, pour ici, j'aimerais que les questions soient relativement à la matière. Hein. N'allons pas aux réalités de notre quotidien. Si on veut orienter notre quotidien, ça va beaucoup me retarder, pendant que je n'ai pas assez beaucoup de temps. Je serai vraiment, attardons-nous vraiment sur les réalités ici, parce qu'ici on commence vraiment à parler de la réalité, parce que comme je vous l'ai dit, après ici, le travail commence. Donc vraiment, soyez beaucoup pointus. Alors, les informations générales sur les budgets. Alors, je commencerai par donner une brève définition de manière générale. Les budgets est un instrument de gestion d'une entité, contenant les informations chiffrées de ressources, qui sont des recettes, et de leur utilisation, c'est dépenses. Il est essentiellement divisé en deux parties, recettes et dépenses, et doit être en équilibre entre les deux parties pour une meilleure utilisation. Alors, pendant que je parlais d'entité, entité voulait simplement dire une structure fonctionnelle, en l'instar d'un établissement, d'une entreprise, d'une société et autres. Voilà. L'exemple de prévision budgétaire, du budget, là. Ça c'est un exemple clair du budget. Vous allez voir que le budget a la partie ressources, comme on a dit, il y a le côté dépenses. Et de l'autre côté, on montre quelles sont les sources qui vont alimenter les dépenses. D'une certaine manière, on montre aussi que le total, tout ce qu'il a prévu de recevoir est 30 000. Il prévoit de dépenser 30 000 et ça va lui rester zéro. C'est le solde du budget. Alors, à chaque fois que le budget est zéro comme ça, c'est un budget équilibré. Quand vous retrouvez avec un budget qui a un signe négatif, ici c'est un budget déficitaire, c'est ce qu'on vous a dit. S'il se retrouve que votre budget est déficitaire, le déficit sera couvert par le fonctionnement de l'IMNC. Alors, dans l'ensemble, dans la pratique, votre budget ne sera pas déficitaire parce que tout ce que vous allez constater dans le déficit, vous allez juste prendre ce montant et le mettre dans le compte de l'IMNC et le budget sera équilibré. Donc là, ça sera plus du côté pratique, nous allons y arriver. Et ainsi, quand le budget présente l'excédent, c'est ce qu'on appelle budget excédentaire ou excédent budgétaire. Ça sont les termes clés. Est-ce que ici, y a-t-il des questions? Ici, vraiment, j'ai donné des informations générales sur un budget de la manière la plus simple. C'est ça ce qu'on appelle le budget. Donc, il y a deux parties. C'est différent d'un état de besoin. Un état de besoin, on présente juste le besoin. Mais dans un budget, on présente la prévision en ressources et leur utilisation en dépenses. C'est ça ce qu'on appelle un budget. Je peux avancer? Oui. Merci. Alors, on va voir le deuxième point. Nous allons parler de le budget d'un musée à l'IMNC. Alors, ici, vraiment, comprenez-moi très bien, suivez-moi attentivement. Je dis ceci. Le budget est un outil de référence du programme muséal annuel. Je répète, le budget est un outil de référence du programme muséal annuel. Chaque musée doit avoir un programme annuel. Parce qu'un musée ne peut pas fonctionner comme ça. Il vit le jour. Non. Un musée a un programme annuel parce qu'il est garant de la culture d'un peuple et cette culture, il doit la valoriser, il doit le mettre en promotion. De ce fait-là, il doit mettre en place un programme, un canevas, qui lui permet de mettre en œuvre des activités et autres événements relatifs à ces fonctions. Ou le reflet d'action planifiée de la gestion courante d'un musée pour un exercice budgétaire conforme aux missions de l'IMNC. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que, comme je disais, un musée a un programme, et dans le programme d'un musée, on trouve les activités, vous voyez là, on trouve le projet, on trouve les achats, on trouve les missions, et on trouve d'autres actions qu'on trouve dans le programme annuel. Tout ça, ce qu'on appelle le programme annuel d'un musée. Et le programme annuel fait naître ce qu'on appelle de besoins. Et de besoins nous donnent lieu, ces besoins doivent être quantifiés, ces besoins doivent être coûtés. Nous devons savoir ce sera combien, ça va coûter combien, et tout ça donne lieu directement à ce qu'on appelle le dépense. C'est là que nous commençons à voir les dépenses. On a le programme annuel, le programme donne le besoin. Quand on quantifie les besoins, on les coûte, on a les dépenses.
Quand on a les dépenses, le besoin s'installe de financement. Ce besoin doit être financé, pardon. Et c'est là qu'on a les ressources. Donc, aux jambons ou wapi, pour te financer, bah, dépenses la mission. C'est là maintenant que, quand on fait allusion à tous les deux, on a ce qu'on appelle le budget. De manière simple, c'est comme ça qu'est représenté le budget d'un musée à l'IMNC. De manière simple et générale. Donc si vous le prenez comme ça, l'exercice de l'élaboration du budget devient plus facile. Les autres aspects, ce sont juste des aspects techniques auxquels ce n'est pas pour rien qu'on invite le chef, les directeurs et le chef du service des finances, le chargé du budget, le chargé de l'intendance, parce qu'il y a des aspects spécifiques auxquels ça relève vraiment de leur matière, mais de manière générale, le budget est comme ça. Je peux avancer? Oui. Voilà, on prend le point 2, on parle de caractéristiques du budget d'un musée à l'IMNC. Voilà, ce qu'on devrait savoir. En premier, le budget de l'IMNC doit, premièrement, être élaboré selon les orientations de la direction générale. Les orientations, nous venons de les expliquer. Donc, élaborer le budget selon les orientations de la direction générale. Deuxièmement, être conforme au modèle défini par la direction générale. Nous allons ici donner le modèle auquel la présentation du budget doit refléter. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous avez privé de ces points là dans les documents de ces Avant la lettre d'orientation. Caractéristique du budget. Caractéristique, oui, c'est ça. Voilà. 3. Être élaboré par la direction du musée. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On ne dit pas que le directeur est obligé seulement de remplir. Non, mais c'est le directeur qui signe les prévisions budgétaires quand il envoie. Ça veut dire qu'il s'engage comme c'est lui le responsable qui a élaboré le budget. Quatrièmement, être transmis à la direction générale pour son approbation. On n'élabore pas le budget, on reste avec son budget, mais on doit être transféré à la direction générale pour qu'elle soit approuvée et validée. Tenir compte de besoins réels essentiels de tous ces services. Alors, ici, qu'est-ce que nous voulons dire? Après avoir participé à cet atelier, il faudrait que les responsables, les gestionnaires, les directeurs de musée rassemblent tous ces services, les mettent ensemble. Si pas faire la restitution, mais travailler maintenant avec eux pour que le besoin sorte d'eux. C'est eux qui vont vous donner le besoin. Si vous élaborez le budget à vase clos chez vous, votre budget sera irréel. Vous voyez ici, on demande le besoin réel. Et ces besoins doivent être essentiels. Ça ne vaut pas la peine de mettre de besoins qui ne reflètent pas de manière essentielle ce que les services ont réellement besoin. Donc, palper vraiment que c'est ce que le DG veut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'échanger au MNRDC. À un certain moment, le DG avait besoin que tout le monde envoie les états de besoin. Alors, c'est là même qu'est venue cette idée. Parce que c'était venu de toutes les manières. On se disait, waouh. C'était très compliqué. Pour que nous-mêmes puissions faire la compilation et le présenter, on avait vraiment peiné. Mais ici, quand on vous montre les orientations, c'est pour vous permettre que quand vous transférez vos données, les données seront riches, seront claires et faciles à analyser. Même pour vous-même, vous allez voir, ça sera très professionnel. Sixièmement, le budget doit tenir compte de toutes les activités. Alors ici, tenez-vous bien, de toutes les activités génératrices des ressources tenues par le musée dans les recettes du budget et leur utilisation en dépenses. D'accord. Au musée, il y a des activités d'une certaine manière qui génèrent des ressources. Nous avons, si vous avez, normalement, vous devez avoir une boutique de souvenirs, c'est très important, il faut toujours en avoir. Parce que quand quelqu'un vient au musée, d'une certaine manière, il doit toujours avoir un souvenir avec qui il passe. Il y a certains qui viennent à l'extérieur, qui passent là juste, il part. Quelqu'un est venu un jour, il était venu de Tanzanie, il s'est inventé. Mais ce moment on a amusé. Bon, moi, à chaque fois que je le voyais, je me amusé à Tanzanie. À ce moment-là, pour la yézélo, on va bien. À un certain moment, je ne le voyais pas, je demandais, mais où tu as mis ça? Je garde ça pour mes enfants. Je vais leur faire voir que j'étais passé en Tanzanie. Vous voyez un peu ces côtés où c'est nous, on les néglige. Mais quelqu'un est tellement attaché à ce genre d'histoire, les gens sont beaucoup attachés à ça. Le boutique des souvenirs, essayez de le mettre en pratique. Et quand vous avez un boutique de souvenirs, vous devez être en mesure de vous dire que la boutique va rapporter dans notre budget autant. Ce n'est pas le lucre, on ne cherche pas les intérêts, mais ça fait partie de nos missions.
nous devons pérenniser notre... Alors, d'une certaine manière, parce que nous serons en même temps en train de réaliser notre mission, mais le côté finance, nous devons aussi respecter la réglementation. La transparence financière doit être là. D'où vous devez être en mesure de dire que non, dans notre budget, la boutique des souvenirs va contribuer à autant. C'est bon, non? Alors, à part la boutique, nous avons aussi le cafétéria, ou le réfectoire, pour tenir au monument social. Ce n'est pas une entité indépendante, jamais. Bon, moi, c'est ce que j'ai appris. Alors, je disais, le cafétéria n'était pas une entité indépendante qui lui-même était en train de travailler, lui-même connaît les bénéfices qu'il réalise, lui-même il connaît ce qu'il génère et tout ça. Bon, je ne veux pas entrer dans les spéculations, mais ce que je veux dire ici, c'est que d'une certaine manière, dans l'élaboration du budget, comme j'ai dit, les responsables doivent mettre tous les services ensemble et leur demander, les amis, vous serez en mesure de mobiliser combien qui va contribuer à notre budget. Parce que, comme j'ai dit, le but n'est pas les lucres. Le but n'est pas de se faire de l'argent derrière ça. Le but, c'était faciliter les agents à ne pas faire de longs trajets, mais d'une certaine manière, ça rapporte quelque chose. Et cet argent-là n'est pas dit que bon, moi, il faut servir la caisse. Cet argent peut leur servir eux-mêmes à renforcer peut-être les fournitures qui leur permettent de fonctionner. Vous voyez? Mais il faut seulement que pour qu'il y ait transparence des finances, il faut que ces montants soient figurés dans votre budget. Et son utilisation aussi. Exemple, il sera en mesure de dire que nous, cette année, l'année 2026, nous allons avoir peut-être 500 000. Dans les 500 000 que nous allons avoir, nous allons acheter des chaises, nous allons acheter des marmites, nous allons acheter des couverts, nous allons acheter... Voyez comment ça devient clair. Ça vous permet même, vous, les responsables, de leur suivre. De dire que jusqu'à présent, le budget n'est pas encore exécuté. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous permet de mettre en place des mécanismes pour leur encourager à exécuter le budget. Vous voyez comment ça commence à devenir un peu plus intéressant. Les choses commencent à être beaucoup coordonnées dans le musée. Il n'y a pas des activités ou des actions qui vous échappent. C'est très important. Ici, et enfin, le point 7, tout projet, partenariat, autre activité en perspective, officiellement conclue avec des tierces et avec des entités publiques ou des tiers doivent être inscrits dans le budget. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Alors, ici, c'est vraiment plus pour le musée qui sont en province, vous voyez, parce que eux, d'une certaine manière, ils sont un peu loin de nous. Ils ont plus la capacité de voir le partenariat. Bon, ceux qui sont à Kinshasa s'adressent beaucoup à la direction générale, chose qu'il faut, personnellement, je vous encourage, je vous décourage à emboîter le pas. Essayez de travailler de manière à trouver des initiatives, à aller ailleurs, que de recourir toujours à la direction générale. La direction générale veut que le musée puisse émerger. Vous voyez ici, depuis que j'ai commencé, même à vous lisant les axes prioritaires, vous voyez que le DG tient à sorte que le musée puisse avoir, pas l'indépendance, mais commencer à voler. Oui, que vous commencez à voler de vos propres ailes, que la direction générale sente que vous évoluez. Il ne faut pas toujours attendre de lui. Alors, vous pouvez avoir des projets qui sont en perspective, vous pouvez avoir des partenariats. Mais si, quand c'est conclu, vous dites que non, en 2026, il y a de fortes probabilités pour l'activité, peut-être le 4 janvier, c'est le jour de l'armée, hein, de soldats congolais. C'est le jour des martyrs. Le jour des martyrs. Alors, justement, alors vous dites que pour cette journée, nous avons un contrat avec, nous avons un partenariat avec Vodacom. Nous avons une exposition à faire auquel Vodacom tient à participer, Raobank, Africell. Tout le monde tient à participer, y mettre pour que l'activité soit très bien. Nous allons projeter un film, donc il y aura des activités le matin, le soir, il y aura un film qui sera projeté, de grandes personnes seront là. Si vous avez quelque chose de prévu dans ce sens, mettez-le dans le budget. Ça sera, on va plus parler côté projet. Quand on va arriver en temps de projet. Mettez-la dans le budget. Pourquoi? Lors de l'exécution de votre budget, s'il y avait, ça va arriver aussi, qu'il y ait des choses que vous n'avez pas prévues, mais qui se réalisent. Ce que vous ne savez pas prévoir, vous allez les subir. Mais ce que vous pouvez prévoir, prévoyez-le et mettez-le dans le budget. Ça va vous permettre
je ne sais pas, mais j'ai toujours une très bonne sensation quand j'ai fait l'état d'exécution du budget. Je vois que j'avais prévu ça. On a réalisé ça. Bon, personnellement, hein, ça me fait très du bien, vraiment du bien. Quand je regarde la situation, quand je présente des autorités, je dis voilà, on avait prévu autant, on a reçu autant. Bon, j'essaie de vous dire une chose, bon, je ne sais pas comment ça va se faire. Pour l'année 2024, dans 2025, quand on a travaillé les prévisions budgétaires, nous avons prévu la rémunération à 37 millions de francs, 37 milliards de francs, pendant qu'on était juste à 14 milliards. Et on nous a demandé un barème, sinon on n'en avait pas, on n'avait que le barème de prix. Mais ce que nous avons fait, nous avons un peu joué à la malice, nous avons pris tous ensemble. On a donné un barème de 37 milliards. Bon, eux aussi ils ont pris 37 milliards. Mais vous savez, quand on a vu la loi des finances, on nous a donné la moitié de ce qu'on a demandé. Ça veut dire qu'on était à 14, nous sommes arrivés à 17, il y a 3 millions quelques comme ça qui s'est ajouté. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait de la joie. Je revois un peu le scène, comment est-ce que c'était, comment est-ce qu'on a fait. Ça fait un peu du bien. Et vous allez constater ça dans l'exécution du budget. Prévoyez tout ce qui est prévisible, tout ce que vous pouvez prévoir, mettez-le dans les prévisions budgétaires. Quand ça sera réalisé, ça vous fera du bien. Vous allez voir quand vous êtes un bon manager. Et nous terminons. Et 8e, le besoin exprimé dans le budget en dépenses doivent avoir une prévision de ressources en recettes rassurant leur réalisation lors de l'exécution. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Il n'est pas essentiel de bombarder beaucoup de besoins en dépenses sans savoir où vous allez avoir les ressources pour exécuter. Comme nous vous avons dit, si vous nous envoyez une prévision budgétaire pareille, nous, à notre part, nous allons vous renvoyer ça, nous allons vous dire diminuer, tenez compte de vos réalités. Parce que si vous avez la capacité de mobiliser 40% de votre budget, le montant, le déficit doit être tenu en compte de tout ça. Exemple, vous avez la capacité de mobiliser 100 000 francs l'année, vous faites un budget de 70 millions. Bon, vous n'avez pas de partenariat, vous n'avez pas de subvention, vous n'avez rien. Où est-ce que vous allez avoir cet argent? Automatiquement, c'est un budget qui ne s'est pas réalisé. Et même si la direction générale a pris l'engagement de financer les déficits, est-ce que pourra-t-elle financer juste pour vous ces déficits? Ça sera très compliqué. D'où quand vous prenez en charge les dépenses, tenez compte aussi des ressources. Ça vous permet d'apporter, d'envoyer un budget réalisable. Y a-t-il des questions par rapport ici? Je pense que c'est terminé. Petit à petit, on commence à quitter l'aspect littéraire pour entrer vraiment aux aspects très techniques. 3. Dans une partie, nous allons parler de la structuration du budget d'un musée à l'IMNC. Comment le budget est structuré. Voilà. Le document contenant le budget est structuré en 2 grandes parties. Ici, on parle de documents, on ne parle pas du budget. Le budget aussi est structuré en 2 parties. Mais ici, on parle de documents que vous allez nous envoyer qui contiendra votre prévision budgétaire, doit être structuré en 2 parties. Je me suis fait comprendre, s'il vous plaît. Donc, si on ne parle pas du budget, mais les documents à laquelle vous allez nous transmettre le budget doivent être structurés en 2 parties. Voilà. Les budgets, là. On doit avoir, premièrement, la présentation. La première partie, on aura la présentation. La deuxième partie, on aura les annexes, où on aura les détails. Et la présentation aura 3 points. Le premier point de la présentation sera l'exposé de motifs. Le deuxième point sera le recette. On va parler des recettes. Le troisième point, on parlera de dépenses. Ça, c'est côté présentation. Côté annexe, qui est côté plus technique, on aura 5 points. Ici, on aura plus de fiches. Des fiches qui vont permettre à tout financer d'analyser votre budget. Il y aura la synthèse générale, la synthèse descriptive, les fiches détails. Bon, je pense que c'est 3. On avait dit. D'abord, c'est 3 points, mais c'est 5 points. C'est 3. Voilà, c'est 3 points. Voilà. Alors, je vais parler maintenant de la partie présentation pour expliquer c'est quoi l'exposé des motifs, c'est quoi les recettes, c'est quoi les contenus des dépenses. Allons-y. Alors, à la présentation, voici. Dans l'exposé de motifs, nous devons avoir
une brève présentation du musée national. Vous devez présenter brièvement votre musée national. Même la loi des finances, le budget de l'État congolais, se présente comme ça. Même le budget de l'État. Même le budget de l'IMNC que nous avons apporté lors de la défense se présentera aussi comme ça. Alors il faut aussi qu'en miniature, le budget de chaque musée soit représenté également comme ça. Les objectifs de votre budget. Quand on parle des objectifs, je vous avais dit que le budget était le reflet du programme annuel d'un musée. Ça veut dire, dans votre programme annuel, vous avez des objectifs auxquels vous êtes en train de poursuivre. C'est ce qui sera directement. Parce que le programme, pour le réaliser, il faut avoir un budget. Donc ça sera juste ici. Nous aurons les 3 points, les chiffres. Ici, on va parler des chiffres. Dans les chiffres, nous devons avoir le montant global en équilibre de votre budget en dépenses et en recettes. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Vous devez juste dire que notre budget pour cette année se retrouve en équilibre de 5 200 francs congolais. Ça veut dire que, vous vous souvenez encore du tableau que j'avais mis 30 000, solde 0. Ça dit que c'est ce montant-là qui est le montant d'équilibre. Ici, il faut juste cette phrase-là. C'est juste cette phrase-là. Après avoir présenté votre budget, de nos objectifs, dites le montant de votre budget s'élève à combien? Ici. En dépenses et en recettes, nous savons que le montant, c'est ici. Donc déjà, je vous ai dit qu'il n'y aura aucun budget qui sera déficitaire, aucun budget qui sera excédentaire. Tous les budgets seraient équilibrés parce que la direction générale va prendre en compte tous les déficits de chaque budget. 3. Ici, maintenant, vous allez parler quels sont, par rapport à la lettre d'orientation, quelles sont les actions, les activités et les projets que le musée pense réaliser en réponse à la lettre d'orientation. La lettre, vous l'avez déjà. J'ai déjà expliqué. Maintenant, à vous de créer des actions, des activités et des projets qui répondent à ça. Parce que ici déjà, quand on lit la partie de l'exposé des motifs, on peut facilement comprendre votre budget. Sans pour autant jeter... Parce que tout le monde n'est pas technicien pour maîtriser la deuxième partie. Mais tout le monde peut comprendre votre budget en lisant juste l'exposé des motifs. Donc ici, exprimez vraiment votre budget avec plus de prévoyance et puis nous allons facilement comprendre. Et en 5e lieu, la partie aussi importante, c'est les stratégies et mécanismes mis en place pour réaliser au maximum votre budget. Il ne s'agit pas seulement de nous envoyer le budget, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que ce budget soit réalisé? Parce que l'exécution du budget est en grande responsabilité, l'émanation du musée. C'est le musée qui exécute ce budget. L'IMNC vient vous accompagner. Ici, il faudra penser, quand vous pensez à une action, quelles sont les actions que vous allez mener pour atteindre les objectifs de votre musée. Donc, nous allons parler maintenant de recettes. Le deuxième point, quels sont les contenus des recettes? Premièrement, le montant des recettes en chiffres et en lettres. Écrivez-le. En recettes, nous avons prévu 300 000. Et 300 000 encore, vous écrivez en seulement ça. Deuxièmement, faire une répartition en chiffres et en lettres de rubriques, de sous-rubriques des recettes et leur équivalence exprimée en pourcentage, tout en indiquant le ressources de ces recettes de votre budget. Alors, ici, vous allez le lire calmement et puis le comprendre. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Vous allez faire une répartition. Il y a déjà un tableau, je vais vous montrer encore le tableau. Mais ce tableau, vous allez maintenant l'écrire. Vous allez dire que notre prévision de recettes, c'est autant. Nous prévoyons que dans nos recettes, nous attendons de l'État autant. Nous attendons de l'IMNC autant. Nous attendons de nos ressources propres autant. Nous attendons des partenaires autant. Alors, chaque rubrique là que vous avez citée donne un pourcentage de cotisation par rapport à votre recette. Ce que vous attendez de l'IMNC représente autant de pourcentage à votre recette. Ce que vous attendez des partenaires représente autant de pourcentage aux recettes totales. Faites comme ça pour nous permettre d'analyser votre recette, pour voir, ça nous permet, les analyses peuvent aller de tous côtés, mais on peut voir quelle est la partie qui contribue beaucoup dans vos recettes. Ça nous permet d'analyser et de voir quelle est la performance de chaque musée. Et voilà, nous allons encore voir côté dépenses. Les dépenses, c'est la même chose avec les recettes. Hein. C'est vraiment la même chose. Même pour les dépenses, en fait, la même chose. Donc, ici, ce sont juste de grandes lignes. Ainsi, on a fini la partie de la présentation. On va parler maintenant des annexes, des détails. Alors, ici sont des fiches. Nous avons 3 fiches.
Nous avons la fiche de synthèse générale. Nous avons la fiche de synthèse descriptive et les fiches détaillées. Alors, on y va. Vous allez regarder, entrer directement dans les fiches. Vous allez voir les fiches, dans les annexes. Dans les annexes. Après la lettre d'orientation, il y a une fiche qui vient juste avant. Cette fiche qui va venir juste avant. Après la lettre d'orientation. Ah, voilà. Voilà. Ici, c'est la synthèse générale. Alors, dans un budget, il faut toujours faire des comparaisons pour faire voir d'où est-ce que vous venez. Comme je vous disais, vous allez voir que pour vous, l'année peut-être l'année précédente, vous allez voir que vous n'aurez rien. Puisqu'on est en train d'élaborer le budget 2026, pour l'année 2025, vous n'aurez rien. Parce que le budget, jusqu'alors, n'élaborait pas le budget. Donc, ce sera une première exercice. Donc, vous allez mettre 0. Et ici, vous allez mettre maintenant en recette, c'est combien le montant, en dépense, c'est combien, et le solde, combien, et le solde, je précise, doit être 0 aussi. On avance. Ça veut dire, après, on aura ça. Alors, cette fiche, elle est descriptive. Elle synthétise, elle donne automatiquement la description. Alors, ce côté, c'est vraiment le côté purement technique. Tous ceux qui ont participé à la formation en décembre vont beaucoup se retrouver de ce côté ici. C'est beaucoup plus technique. Alors, nous avons le côté, je commence d'abord par le côté dépenses et puis je vais aller au côté ressources. Comme je vous ai dit, le programme annuel d'un musée fait naître des besoins. Ces besoins doivent être traités, ces besoins doivent être chiffrés aussi, et puis nous devons les intégrer ici. Alors, le budget d'un musée, je vais en parler avec beaucoup d'aptitudes à la troisième point. Le budget d'un musée est constitué de 3 parties. Il y a le fonctionnement, les dépenses courantes, il y a l'investissement et il y a le projet. C'est comme ça qu'est divisé le budget d'un musée. Dans le fonctionnement, ici c'est le côté plus technique, le financier de ça. Dans le fonctionnement de l'État, par rapport au budget, il y a ces 6 classes, hein, c'est 5. Il y a ces 5 classes. Toutes les dépenses que nous faisons, c'est inclus ici. Il y a les dépenses relatives au personnel, le bien immatériel, les dépenses de prestations, tout ça. Donc, le chargé des finances qui sont ici et les chargés de budget, tous connaissent ce que je dis ici parce que nous avons pris la peine de leur former sur ça. Donc, la direction peut élaborer les dépenses. Ils disent, voilà, nous, on aura besoin de transport, autant, on a besoin de carburant. Eux vont prendre toutes ces dépenses, ils savent quelle est la classe auquel ils doivent mettre ça. Alors, pour ceux qui nous suivent en ligne, si vous n'avez pas encore eu ça, nous allons juste après ici balancer une vidéo sur les imputations auxquelles nous sommes en train de travailler. Vous allez voir ça là-dedans, vous allez voir qu'il y a l'imputation budgétaire qui répondra à tout ça. Donc ne vous en faites pas. Après avoir répondu ici, on parle d'investissement. À l'investissement, nous avons parlé à la lettre d'orientation. Il y a les dépenses d'investissement que la direction générale veut que cela puisse être figuré dans votre budget. Et vous mettez aussi le coût. Vous allez mettre le coût. Là aussi, il y a 2 classes éléments. Il y a les équipements, il y a aussi en construction. En équipement, c'est tout ce qui a les achats, acquisitions. En construction, tout ce qui a les terrains, la construction des terrains, tout ça, vous allez mettre à partir d'ici. Et ici, nous avons le côté des projets, les différents projets que vous pensez réaliser. Les projets sont des activités ponctuelles que vous pensez réaliser au courant de l'année 2026. Et vous allez mettre le tout arrêté. Là, on termine côté dépenses. Alors, côté recettes, vous devez savoir. Ici, ça représente le besoin de votre fonctionnement. Dans votre fonctionnement, c'est à vous de dire, vous attendez où est-ce que vous allez avoir l'argent pour alimenter, financer ces dépenses. Si, dans le fonctionnement, vous pensez par vos ressources propres, par le fonctionnement de l'IMNC, il n'y a que ces 2 rubriques-là, vous allez voir comment faire en sorte que là, il n'y ait que 2 rubriques. Et vous devez dire, l'IMNC doit contribuer combien? Parce qu'il y aura un sous-total ici. L'IMNC va contribuer combien? Vos recettes propres vont contribuer combien? Et ça fera combien? Et ça doit être en égal avec ce que vous aurez en dépense. Ouais, c'est très simplement. Et en termes d'investissement, c'est la même chose. Alors, par contre, ici au projet, vous avez des projets. Si un projet doit être financé par un partenaire, ici vous allez juste écrire le partenaire qui va financer le projet, il va les financer à combien?
S'il y a deux partenaires pour un projet, vous allez trouver avec Excel le moyen de mettre une seule ligne. Ici, il peut y avoir deux lignes là-bas pour dire que ces partenaires financent autant, ces partenaires financent autant, et on aura un sous-total qui va nous donner le total général des recettes et de dépenses. Ainsi, on décrit maintenant notre budget de manière claire. Il y a des questions ici? C'est plus clair, non? Très facile d'ailleurs. Très facile. Alors, parlons des fiches détails. Les fiches détails, il y a plusieurs types de fiches de détails. Alors, ici, vraiment, c'est la liberté donnée aux financiers de voir qu'il y a, dans les fiches de détails, il y a beaucoup de tableaux. Vous allez adapter vos besoins par rapport aux tableaux qu'il faut pour vous. Et vous allez nous envoyer. Et comme nous avons dit, nous savons que la première expérience peut aller de gauche et de droite, mais on ne va pas trop veiller là-dessus. Alors, regardez ici, c'est le tableau récapitulatif de projection des recettes pour l'exercice. Ici, on va parler 2025, mais c'est 2026. Alors, là, c'est une petite nomenclature de dépenses. Parce qu'en termes de nomenclature, l'État congolais a la nomenclature de recettes et la nomenclature de dépenses. Mais la nomenclature de recettes de l'État congolais est beaucoup plus par rapport au trésor public. Alors, nous sommes beaucoup intéressés à la nomenclature des dépenses. Raison pour laquelle je vous propose là une nomenclature des dépenses. Les dépenses qui sont les dépenses de l'IMNC, vous pouvez aussi ajouter des recettes plutôt, qui sont les recettes des IMNC, vous pouvez aussi ajouter. Là, je vois les subventions de l'IMNC de la direction générale. Je vois les subventions du gouvernement, parce que vous devez savoir que, surtout nos amis du musée en province, peuvent bénéficier des subventions du gouvernement. Même à un certain moment, quand j'étais à l'échangeur, on était en perspective d'avoir des subventions du gouvernement. Donc c'est aussi possible, la ville peut financer d'une certaine manière votre budget ou certaines activités. Il y a aussi des recettes des visites guidées. Nous avons de location d'espace, des recettes de boutiques de souvenirs, des ressources de cafétéria. L'autre là, c'est quoi, Isabelle? Bibliothèque. Voilà, comme j'avais dit, c'est toujours important que chaque bibliothèque ait la rétrocession aussi. Et quoi encore? Le projet, le partenariat et donc. Alors, côté les 40% des ressources ici, il y aura des calculs qui seront faits. Mais j'explique de manière générale. L'IMNC qui va vous rétrocéder 40%. Est-ce que vous allez vraiment les financiers comprenez très bien ici, parce que ici, si vous ne le faites pas bien, vous allez compliquer votre budget. Lors de l'exécution, vous allez voir, oh, on n'avait pas pu cet aspect. L'IMNC qui va financer 40, il va vous rétrocéder 40%. Ça veut dire dans tout ce que vous allez produire, l'IMNC aura droit à combien? À 60. Tenez compte de ça. Dans les dépenses, sachez-le que tout ce que vous allez avoir en recettes, sauf les subventions de l'IMNC. C'est quand vous faites le total de votre recette pour dégager les 60% de l'IMNC, il ne faut pas compter les subventions de l'IMNC. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les subventions de l'IMNC, c'est ce que l'IMNC donne. Comme fonctionnement. Comme fonctionnement, ça on ne tient pas compte. Voilà. Je prends ici. Exemple, le total ici de vos recettes donne 100 millions. On tient compte de toutes ces subventions de l'IMNC. Les subventions de l'IMNC vaut 5 millions. Quand vous devez dégager le montant total à donner à l'IMNC, vous ne devez pas compter les 5 millions que l'IMNC va vous donner comme subvention. Parce que ça ne fait pas partie de recettes mobilisées. C'est bon, non? Là, c'est maintenant clair. Aujourd'hui, on met rien que les recettes mobilisées. Justement. Mais on justifie les 5 millions perçus reçus de la direction générale. Justement, c'est même écrit là-dedans. Parce qu'il faudrait éclaircir ça. Ouais. Ce que j'ai dit ici par rapport aux rétrocessions, c'est qu'il a confirmé. Sur place, vous avez mobilisé 500 000. Oui. En fait, la rétrocession ne vous est pas donnée à la fin du mois. On verse l'argent hebdomadairement. Vous n'attendez pas la fin du mois. C'est de manière hebdomadaire. Ça, ce qui est d'abord, je parle d'abord du principe général. Hebdomadairement, vous avez 100 000. Vous versez 100 000. En versant 100 000, sur place là, la caissière, on vous remet sur place. Il y a une écriture d'entrée et de sortie qui s'est faite sur place. Là, c'est la logique. C'est la logique.
Alors, il se peut que vous vous trouviez devant des difficultés. Le même principe se passe aussi avec les amis de musée en province. Vous vous retrouvez avec des urgences, des difficultés, auxquelles vous devez dépenser de manière urgente sans pour autant passer par les dépôts. C'est comprendre, nous sommes des gestionnaires, nous savons que ces réalités arrivent. Vous appelez le concerné, je ne sais pas si c'est le DG, si c'est les DAF ou soit le midi, vous parlez avec eux. Si la hiérarchie donne l'autorisation, on vous dit dans ce que vous avez utilisé autant. Ça permet déjà ici, quand vous avez utilisé peut-être 5 000 là-bas, quand vous venez avec 100 000 et vous venez avec 95 000, on n'enregistre pas ici 95 000, on enregistre 100 000 parce qu'on vous avait déjà autorisé. Et quand on vous restitue plus de 40, on vous restitue 35. Ce sont des principes simples de finance. Parfois, je n'ai jamais compris pourquoi on en fait des problèmes. C'est très simple. La négociation doit être limpide. Ça, c'est une réalité. Toutes les entités ici, du pays, surtout les RDC, vous diront, tout ce qu'ils ont ne suffit pas. Même à la famille, non? Tout ce que nous recevons comme ressources ne nous permet pas de maintenir nos familles comme on l'aurait voulu. Mais nous faisons toujours des pratiques de bonne gestion pour nous permettre de maintenir le cap. On vous donne votre rétrocession de 40%, vous n'allez pas tout dépenser directement, jusqu'à terminer à rester sans rien et attendre encore. Vous devez avoir un seuil d'urgence là, que vous n'atteignez pas. Vous dites, seuil ici, quand les gens viennent, vous leur dites qu'il n'y a pas d'argent. Quoi que les finances, quand vous dites aux gens qu'il n'y a pas d'argent, c'est vous qu'on va avoir mauvais. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et ça vous permettra cette fois-ci de réagir aux besoins plus importants. Vous pouvez aussi aller organiser votre finance, que quand vous avez votre rétrocession, il y a une partie qui est mise en place pour l'entretien, mais faire quand même ce qu'il faut. Donc là, vraiment, c'est pour vous. Et ce que je vous dis ici, c'est d'une manière générale. C'est d'une manière générale. Et puis, c'est ce qui est contenu de lettre d'orientation signé par le DG. Donc, je vous dis des choses que le DG nous a instruit de faire et ce que nous sommes en train de faire. Et vous allez le voir, ça se fera comme ça. Donc, sauf qu'en cas de particularité, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de technicités qui entrent en compte dans la gestion des finances, auxquelles parfois il faudrait faire des sacrifices. Mais malgré tout, le principe reste tel quel. Et je pense que lors de ma mission que j'ai fait et MNRDC, mais j'avais beaucoup plus parlé avec le directeur Joël et les services, j'aurais même appris qu'il était interdit au musée de faire certaines dépenses de grands montants. Je leur ai dit clairement, et je leur ai dit encore, même à la formation, j'avais dit ça. C'est faux et archi faux. Nous ne pouvons pas prendre une mesure sur le problème ponctuel et laisser des mesures permanentes. Non, on est en train de tuer la gestion. Les musées sont en mesure d'avoir, bon, après avoir reçu la validation, vous avez le problème des splits, ou vous avez besoin de mobilier, vous avez besoin de mobilier. Mais vous avez un fournisseur à qui vous achetez, il vous fait la proposition de vous donner de mobilier à crédit. Et vous allez lui payer séquentiellement. Vous savez dans vos projections, par rapport à vos réalités, que dans ce que vous revient de droit, dans vos 40%, vous pouvez commencer à lui payer petit à petit. Vous informez juste la direction générale. Nous allons prendre un crédit comme ça, on vous fait un document, on dit d'accord, on valide. Et vous passez dans votre document, dans votre gestion, et c'est passé. Le problème, c'est l'information, c'est tout. Parce que les DG doivent être au courant, parce qu'au cas où vous n'arrivez pas à payer, qui payera cet argent? C'est la direction générale, bien sûr. C'est l'institution qui est en maître d'administration de tous les musées. Donc c'est lui, parce que les musées n'ont pas de personnalité juridique. Si on parle de quoi un musée va signer un contrat avec un partenaire, il n'a pas de personnalité juridique. C'est l'IMNC qui a les statuts, c'est lui qui a la personnalité juridique. C'est ça aussi là où nous ne voyons pas. Un musée n'a pas de personnalité juridique. Il n'a pas de document d'un musée à la rater. Il y a juste l'ouverture et consort, mais ça fait pas foi. Mais c'est l'acte, hein, le statut de l'IMNC qui donne foi à la création d'un musée. De ce fait, le musée doit avoir l'approbation de la direction générale pour passer à ses actions. Mais l'initiative doit venir du musée. Sur base de ça, le musée ne peut pas être figé en attendant tout de la direction générale. On est en train de tuer les fonctionnements. On peut évoluer. Ici, la fiche ici, on va parler un peu de recettes. Après quoi, on va aller maintenant dans les détails de chaque recette.
Donc on en parle un peu ici. Les visites qui donnent. Si vous pensez qu'il y a lieu, voyez là, vous allez voir qu'il y a, si vous voulez aller dans les détails, dans les visites guidées, vous pensez avoir des expatriés, ils peuvent contribuer à combien? Les enfants peuvent contribuer à combien? Là, ça dépend vraiment de vous. Mais moi, je vous encouragerai à cet exercice. C'est toujours bien, ça vous permet d'une certaine manière d'évaluer votre capacité. Quelle est la population cible qui sont beaucoup intéressés par votre musée? Lors de l'analyse et de l'évaluation, ça vous donne beaucoup de la matière. Et nous avons encore une autre forme de fiche ici. La fiche ici, la fiche, le modèle, c'est un modèle simple. Bon, ne vous figez pas ce que j'ai écrit là-bas, classe 1. Chez nous, c'est un modèle que j'avais fait à la classe 1. Le modèle des fiches ici, c'est le modèle qui contient les libellés et le montant, seulement. Les libellés et montant, fini. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a juste les libellés et le montant et l'observation. C'est fini. Alors, différemment de la fiche qui vient suivant, vous voyez maintenant, il y a de l'autre côté les libellés, le nombre de bénéficiaires, le montant, les fréquences et le montant de tout ça. Alors, je vais maintenant expliquer ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Il y a certaines dépenses qui demandent des détails, parce que nous avons besoin des détails. Il ne faut pas nous dire peut-être que dans votre budget, vous pensez donner le prime aux agents, prime des agents, 50 millions. On doit être à mesure de savoir, les 50 millions dont vous parlez, comment vous allez les répartir? Ça se donnera comment? Qui aura quoi? Et nous avons déjà la catégorie, les grades qui sont là. Alors ici, vous pouvez venir, vous dites peut-être prime des agents. Les directeurs sont peut-être au nombre de 3, ils auront chacun 30 000, et ils vont prendre cet argent de manière mensuelle. Ça fait 12. Si vous pensez que ça sera hebdomadaire, ça fera 52. Donc ça sera trimestriel, et vous allez là-dessus, et vous donnez le montant que ça va donner. Et ici, vous aurez maintenant le sous-total de ce que vous pensez remettre au directeur. Et j'insiste sur une chose. Il y a des dépenses qui ne doivent pas être effectuées dans le musée. Parce que ça pose souvent confusion. C'est le grand problème qu'il y a souvent eu entre le musée et la direction générale. Le DGCL en venant, il a vraiment voulu beaucoup corriger la collaboration entre les directeurs et l'IMNC. Entre parenthèses, est-ce qu'un musée doit prendre en charge le véhicule d'un directeur? La réponse est non. Je préfère vous le dire clairement. La réponse est non. Pourquoi? Dans les dépenses de l'État, il y a ce qu'on appelle les indemnités kilométriques. C'est le frais que l'État met à la disposition d'un individu qui utilise son véhicule pour les comptes du travail. Et ces dépenses ont été bloquées depuis 2022 lors du Covid. Jusqu'à présent, ces dépenses n'est pas effectuées. Même le prévision budgétaire que nous avons fait en 2025, non. Bougie à Boutouka, directeur, le baby, le nom du directeur ne doit pas être le nom de Jésus qui fait débloquer de l'argent. Si la gestion est faite comme ça, ça détruit automatiquement les finances. Parce que les finances peuvent réduire tous les efforts que les managements font pour élever son institution. Juste les rapports des finances. Ça peut réduire tout ensemble. D'où vous devez, d'une certaine manière, je travaille avec les amis des finances, je les ai donné une manière à vous accompagner, à bien faire ce genre de choses-là. Alors, est-ce que les directeurs doivent bénéficier des carburants chaque semaine ou chaque mois dans la caisse du musée? La réponse est également non. Si ce genre de dépenses doit se faire, la direction générale va préciser et la direction générale va déterminer ce point. Vous savez que même le DG qui est là, pour les dépenses de son propre véhicule, l'État a prévu, l'État a dit que si nous n'avons pas de quoi lui donner comme véhicule de fonction, nous devons lui payer chaque mois ce qu'on appelle l'indemnité de transport. Ce qui vous tout canaille baby, quand on a une indemnité de transport, on a une indemnité de transport, on a carburant. Vous voyez comment c'est le loi prévu. Mais si le DG pense qu'il doit faire une circulaire pour détailler ça, je pense que dans les prévisions budgétaires, il peut le faire. Et vous avez maintenant, comme le directeur Joël l'a dit,
c'est une opportunité pour vous d'exprimer ça. De manière directe et frontale, de dire que non, nous avons mis notre provision budgétaire carburant pour le directeur. Ça se fera voir là. Et nous, on va lui présenter, parce que ce qui est là, il ne faut pas seulement bloquer. Il ne faut pas seulement dire non. Il faudra voir lire aussi les contextes. Quelqu'un qui est appelé à être là chaque jour, même quand il n'a pas d'argent. Ça dit d'une certaine manière, l'institution doit passer à lui faciliter la mobilité. Vous voyez, ces assises sont des opportunités auxquelles les musées doivent exprimer clairement leurs préoccupations et permettre à l'autorité de prendre des mesures claires pour faciliter. Mais de manière régulière, ça ne peut pas se faire. Mais si le directeur doit faire une course auquel il a besoin qu'on lui donne du carburant pour cette course, ça passe cette dépense. Carburant pour cours des services du directeur, ça passe. Et cette dépense est accompagnée d'une pièce justificative. C'est-à-dire la facture du carburant à laquelle on a acheté. Et on donne ça. C'est comme ça. Comme ça, vous rendez fluide votre gestion. Oui. Oui, merci. Je voulais intervenir par rapport à ce que vous venez de dire là. Par exemple, un directeur qui a un véhicule privé porte la plaque de l'État. Justement. Est-ce qu'avec cette plaque de l'État, normalement la direction doit le prendre en charge? Le charroi automobile? Oui ou non? Oui. Qui a acheté le véhicule qui sont au charroi automobile? L'IMNC qui a acheté le véhicule. Vous voyez? Alors, le véhicule avec lequel le directeur roule, c'est le véhicule de qui? Le directeur. C'est lui-même qui a acheté son véhicule. Alors, quand il est venu solliciter qu'on lui donne le plaque de l'État, est-ce qu'il voulait prendre ce véhicule, le mettre à charge de l'IMNC? Ou bien il est venu solliciter une facilité pour sa mobilité? Facilité pour sa mobilité. Pas trop de tracasseries, il ne payera pas trop de... parce qu'il ne va pas payer les taxes qu'on sort, une facilité. Est-ce que parce que vous êtes venu solliciter une taxe, une facilité, que toute la suite doit se reposer sur l'IMNC? Non. Autre. Est-ce que parce que vous avez un véhicule qui comprend le plaque de l'État et vous avez un chauffeur, que l'IMNC doit payer ce chauffeur? Non. La question reste, pour nous qui avons des véhicules, allons continuer à soutirer dans nos salaires pour utiliser les carburants. Pour mieux répondre à cette question de manière très légale, nous devons d'abord commencer par comprendre quels sont les éléments de notre rémunération. Oui. Dans notre rémunération, on paye la prime, d'abord le salaire de base, dans notre rémunération, le constituant de notre rémunération. Il y a d'abord le salaire de base, il y a la prime permanente et il y a ce qu'on appelle l'indemnité de transport. On vous alloue un montant. Qui ne suit pas l'évolution du pays. Bon, ça, oui, ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. Mais ce sont ces trois éléments. Ce sont ces trois éléments. Ces trois éléments. Aujourd'hui, tout le monde peut se dire que, tout le monde se dit, les finances aujourd'hui ne suivent pas la réalité du pays. Parce que le taux me le fait déjà savoir. Là, on sait. Mais ce sont les trois éléments. L'État s'est dit, il vous donne un montant pour votre transport, il vous donne un montant pour votre prime, il vous donne un montant comme salaire de base. Alors, dans ce sens-là, de manière légale, on vous paye déjà des quoi pour votre transport. Le transport, on ne donne pas le transport carburant, non. Transport. Si vous avez votre véhicule, vous pouvez vous-même transformer ça en carburant. Et on vous donne d'abord le transport. C'est combien les transports? Bon, il faudrait voir la fiche, demander à l'administration. Demander là-bas à l'administration. On va vous, dans les listings, on va vous montrer ce que vous touchez. Le transport représente combien dans votre salaire? Le prime représente combien? Très minime. Bon, c'est encore à vous de voir. Mais ça veut dire que l'État, d'une certaine manière, a pris en charge le transport. Ce que j'étais en train de dire, si les directeurs parlent avec l'autorité, parce que c'est lui qui est le garant des finances de l'institution, c'est le directeur général, c'est lui qui est l'autorité crédible. C'est-à-dire, si lui il prend des mesures et dit dorénavant, on vous donnera ça, ça va être mis dans le budget et ça sera exécuté ainsi.
ça sera justifié aussi parce qu'il y aura un sous-bassement. Si j'ai Là, on va qualifier cette dépense indemnité complémentaire de transport. Ça va passer. si j'ai sur Ça ne se passe Non, pas. ça se passe Depuis plus. Les indemnités kilométriques ne sont plus payées. Ils ne sont plus payés. L'État congolais a bloqué les indemnités kilométriques. Depuis Covid, il a bloqué les indemnités kilométriques ne sont plus payées. Ah, là, ça se passe dans des services qui produisent, par exemple la SNEL. Mais c'est comme ça qu'on te dit. Non. Ce qu'on donne, c'est un complément, c'est-à-dire c'est une indemnité de transport complémentaire. Ça veut dire que vous êtes déjà payé en transport, mais dans la caisse, on vous donne un complément de ces transports pour pallier à vos besoins. C'est justifiable. Vous voyez? Ça, c'est justifiable. Alors, pour accéder à ces demandes, vous n'allez pas vous-même vous le fabriquer. Déjà, le fait d'introduire un budget et que le budget soit validé, ça veut dire, je l'ai ici, le budget c'est l'outil de référence des actions du musée. Ça veut dire tout ce qu'il y a dans le budget, quand vous l'exécutez, même en termes de contrôle, vous allez vous justifier, vous dites non, j'ai un budget qui a été validé par la direction générale. Ce que j'ai fait, c'est conformément au budget. Point barre. Et pour la communication? Même ça aussi, c'est important. Parce qu'un directeur, normalement, il doit avoir la communication. Il doit avoir la communication. Il doit avoir la communication. Mais non, il ne faut pas que le montant... Bon, même raison pour laquelle je vous ai parlé ici, vous devez basculer sur humain. Parce qu'un directeur qui a besoin de la communication, vous lui donnez 50 000 francs pour la communication. D'accord? Il ne vous apporte pas de justificatif. Une semaine, 50 000. 2 semaines, 50 000. L'année, ça fera combien? 50 000 fois 12, ça nous donne comme ça. Ça donne combien? 600 000. Vous aurez 600 000 qui n'est pas justifié. Maintenant, quand vous présentez ça lors du contrôle, Un détournement. c'est un détournement. C'est beaucoup d'argent qui n'est pas justifié. Or, si vous basculez maintenant au IMAN, quand il y a besoin de communication, à IMAN, vous pouvez acheter le besoin du directeur et vous faites le document. Comme sous-bassement, vous prenez le message. Parce qu'avec IMAN, quand vous achetez, on vous envoie une sorte de facture, vous pouvez annexer. Veuillez voir avec les applications. Aujourd'hui, ils envoient directement par PDF, vous pouvez télécharger une sorte de facture et vous annexez. Ainsi, vous êtes quitte. Vous avez donné au directeur la communication. Il y a la communication envers autres réseaux hebdomadairement. Il y a la communication mensuelle. Ça dépendra de quoi est-ce que vous allez vous abonner. Et puis, vous répondez aux besoins sans qu'il y ait des arrière-pensées derrière l'argent que le directeur a touché. Pourquoi? Parce que chaque dépense qui concerne l'autorité, on l'attire toujours attention. Les finances de la République sont basées par le document. Il y a une réglementation dans la loi des finances, il y a l'exécution du budget pour les mandateurs. Pour les mandataires comme ils sont là, les DG, les DGA, les administrateurs et le commissaire aux comptes, il y a une loi qui les régisse. Et pour nous, les agents de l'IMN, il y a les statuts du personnel qui nous régissent. Si ce que vous avez fait ne pêche aucunement au statut du personnel, à la loi des finances, à l'exécution du budget, qui est donné par le ministère du budget, ça ne pêche en rien. Est-ce que quelqu'un peut se lever comme si seulement dire que c'est illégal ce que vous avez fait, sans donner le document? C'est très compliqué. Raison pour laquelle j'ai exhorté beaucoup les amis lors de formation. Je l'ai même expliqué les contenus de chaque document qu'ils devaient lire. C'est là qu'ils vous accompagnent pour dire que cette dépense est irrégulière, cette dépense n'est pas irrégulière. Parce que la loi du pays donne une réglementation générale. Mais c'est un peu, ça devient spécifique quand nous, à l'IMNC, le DG donne la forme. Parce que le directeur lui-même ne peut pas se réveiller et dire que non, dorénavant, vous allez me donner 100 000 francs pour les transports, c'est arbitraire. Mais quand ça vient du directeur général, il dit que pour le musée qui... Vous avez besoin de paquet de stylos peut-être à Bill, on a besoin de 100. La quantité c'est 100, le prix unitaire c'est 20 000, la fréquence on aura besoin de 2 par an. On a le total ici et voilà. Concernant les imputations que vous voyez là, les amis des finances savent de quoi est-ce que je parle parce que je les avais expliqué. Mais même si vous ne savez pas de quoi est-ce que je parle, vous allez le voir. Donc, comme j'ai dit, il y a une vidéo que nous allons publier très récemment sur les imputations budgétaires qui va encore vous rafraîchir la mémoire parce que nous avons compris que c'était un point aussi assez difficile sur ça. Oui, directeur. Pour la communication, à autant. C'est-à-dire vous poussez l'autorité à prendre des actes qui seront pérennes. Et vous avez des sous-bassements. Est-ce qu'avez-vous droit aux communications? Oui, vous avez droit aux communications. Même moi, j'ai droit aux communications. Quand je dois faire des communications, si je demande à la caisse, on fait un document, je signe, on me donne la communication.
Si j'ai une course de service, je dois faire avec mon véhicule, je dépends de ma méthode. Mais le cas que vous devez parler, récemment ici, moi je venais d'acheter le document de mon véhicule. Je l'ai acheté avec mon propre argent. Je n'ai pas pris compte de l'institution. Parce que ce n'est pas légal. Le plaque, c'est pour l'institution m'a facilité. Et puis, ayant la plaque de l'État, ça veut dire que votre véhicule n'est pas à vous. Le véhicule appartient à l'institution. C'est ce que ça veut dire. Allez, on avance. Ici, j'ai expliqué. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la fiche. Jeton de présence. Jeton de présence, s'il vous plaît. Voilà, le jeton de présence, j'avais expliqué aux amis. Jamais été réalisé à Comment ça? les jetons de présence. Les jetons de présence. Les jetons de présence, c'est à chaque fois qu'il y a réunion. Ouais. À chaque fois qu'il y a réunion, il y a des jetons de présence qui sont payés. Ça fait partie des primes. Oui. Vous voyez, c'est sciemment que j'ai mis tout ça. Mais ce sont des choses que vous devez la savoir. dernière fois, moi, je n'ai pas reçu ça. Oui, le problème avec On la avait donné dernière à tout fois, le monde, sauf moi. justement, parce que ça c'est notre situation, mais je dois quand même en parler. Alors, la commission budgétaire telle qu'organisée, J'étais frustrée. il y avait une commission. Désolé, madame. Désolé, Je vous dis la madame. vérité. Désolé, madame. J'étais à la charge de cette commission, un peu comme aujourd'hui. J'ai prévu la commission, le nom de ceux qui devraient participer à la commission. J'ai prévu et le directeur général a pris l'engagement de payer les personnes auxquelles j'avais prévu. Et s'il y avait lieu d'amender, il a fait tout ce qu'il a fait. Le montant était connu. Vous voyez? Toutes les modifications qui ont subi pendant ce temps devaient faire objet de sa validation. Il n'était pas au courant qu'il y avait une autre personne qui s'était ajoutée. Et ceux qui étaient là n'étaient pas... Justement, ça c'est une autre chose. C'est-à-dire, vous voir et donner son approbation, c'est deux choses différentes. Alors, même ceux qui étaient là, personne n'était à mesure de dire non, dans ma partie, donner à madame quelque chose. Personne ne l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Justement, c'est la raison de prévision. L'autorité s'engage avec les documents. L'autorité s'est dit, je peux m'engager ou je ne peux pas m'engager. C'était le cas avec cette réunion. Il s'est engagé lui-même et tout ce qui devait suivre a suivi. Dans les jetons de présence, ça doit être fixé comme ça. Mais il faut savoir, avec les jetons de présence, le mot jeton de présence, s'il vous plaît, le mot jeton de présence vient du fait que le conseil d'administration devrait se réunir. Le conseil d'administration ne touche pas la rémunération, ainsi il touche la jeton de présence. Ça ne veut pas dire qu'à chaque réunion que vous devez avoir pour le fonctionnement normal de votre musée, que vous devez payer le jeton de présence. C'est un double emploi. Parce que la personne est payée pour son travail. Quand vous le payez jeton de présence pour une réunion de travail, c'est un double emploi. C'est mal gérer l'argent. Directeur, moi on m'appelle souvent, je suis un peu, parce que je suis là dans mon travail, tout chargé de budget et c'est lui qui doit protéger l'institution face aux réalités publiques. La comptabilité s'occupe de plus la côté WADA. Le budget s'occupe de la comptabilité des finances publiques. Moi, je protège l'autorité parce que quand le contrôleur vient, je dois avoir le matière et je me base sur la loi pour dire. Le jeton de présence n'est pas... C'est une dépense, bien sûr, mais comment on appelle ça? Le base juridique ne répond pas aux critères d'une réunion. Les jetons de présence, le mot là venait avec le conseil d'administration dans le statut du mandataire de 2013. Les mandataires passifs ont droit aux jetons de présence. Ils n'ont pas droit aux primes et aux rémunérations comme le mandataire actif. Eux ont droit aux jetons de présence. Ça fait en sorte que quand il y a réunion, on donne un petit participation en réunion comme ça. Ça peut être donné, faites un transport, une collation, ça peut être donné. Mais quand vous faites ça pour les gens qui viennent dans une réunion de leur travail, c'est un double emploi. Ça, c'est une mégestion. Ça sent de la mégestion. Parce que quand vous allez maintenant faire l'état d'exécution du budget, au finish, vous allez voir que vous aurez beaucoup de dépenses de la classe 3, des dépenses relatives au personnel. C'est là que vous aurez beaucoup de dépenses et les autres, il y aura moins de dépenses. Faites-le en pourcentage. Vous verrez que vous arriverez à plus de 50% aux dépenses relatives au personnel. Il faut faire très attention là. Ça sent maintenant la mégestion. Vous apportez votre rapport, même vous-même quand vous lisez les rapports, ça
ça sent qu'il y a une gestion. On a beaucoup travaillé dans le prix que dans le travail, dans les fournitures et autres. Vraiment, il faudrait bien voir là-dessus. Voilà. Parce que le problème, le besoin financier, les personnels auront toujours des besoins financiers. Ils en auront toujours. Même quand ils sont bien rémunérés, ils en auront toujours. Mais faites attention, quand vous commencez beaucoup à subir à ces besoins, vous tombez dans la mégestion. Alors, le modèle ici, c'est les fiches de prévision des dépenses des investissements. Ici, on parle des investissements. Donc, comme on a dit, quand il y a moto, vous écrivez moto, ça coûtera combien? Tricycle, ça coûte combien? Pick-up, ça coûte aussi combien? Il faudra le mettre ici. Alors, ici, c'est la fiche détail de projet. Alors, ça, c'est juste un modèle. Mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Quand vous mettez dans la fiche descriptive le projet, peut-être comme, je prends l'exemple, projet Kita. Dans le projet Kita, vous avez, le frais d'émission, s'il y aura des frais d'émission déjà, s'il y aura des collations, vous mettez la collation peut-être au personnel, collation au directeur, collation au temps, ça va coûter combien? Et vous avez encore là les transports, si vous avez des transports, ça va coûter combien? Vous avez les rafraîchissements, ça va coûter combien? Et vous avez enfin là le fourniture pour le projet, ça va coûter combien? Et vous aurez le montant total du projet. Mais ça doit être plus détaillé, ça c'est juste un exemple. Ça doit vraiment être plus détaillé. Parce que même dans l'élaboration du projet, quand le budget n'est pas bien élaboré, ça ne passe pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de projets, ils n'ont pas le temps de venir vers vous pour vous dire que non, au Salimabe, au Salimabe. Dans l'élaboration, il faut être le plus explicite que possible. D'où l'importance des fiches. Les fiches doivent expliciter par rapport aux besoins chaque budget. Vous avez une fiche qui explique moins, une fiche qui est élargie, une autre fiche qui est élargie, jusqu'à aller dans les petits détails. C'est pour prouver que dans tout ça, il n'y a pas de mégestion, il n'y a pas de trucs mauvaises choses derrière. C'est très important dans l'élaboration du projet. Je pense que très bientôt, avec la direction d'études et planification, une formation à l'élaboration du projet sera mise en œuvre. Mais moi, je vous montre juste le modèle standard qui vous permettra de l'avancer. Voilà, ainsi je termine l'avant-dernière.